Il est 19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le chef de l'État a reçu le lundi 11 novembre José Kalala, premier vice-président du Sénat, venu lui présenter le rapport de sa participation au Forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caracas, au Venezuela. Le sénateur Kalala a profité de cette audience pour remettre au président Félix Tshisekedi un message de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolas Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Et puis, ouverture le lundi 11 novembre 2024 à Kinshasa d'un atelier d'évaluation des questions de sécurité des frontières communes entre la RDC et la République du Congo. Les délégations de ces deux pays voisins sont réunies durant 3 jours dans le cadre de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sécurité de la RDC, Jacquemain Chabani, qui a donné le go de ces travaux qui déboucheront sur une feuille de route reprenant les résolutions de ces assises. Il en a fait en présence de son homologue de la République du Congo. Le détail dans cet élément. Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus rapprochées du monde. Cette proximité n'exclut pas l'évaluation des questions sécuritaires le long des frontières communes entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Du 11 au 13 novembre 2024, les experts de ces deux pays évaluent les questions de leur sécurité commune le long de leurs frontières afin de relever les défis auxquels les deux pays sont confrontés. Il sera question d'abord d'évaluer les résolutions issues de la rencontre de la localité de Ngabé en République du Congo, tenue du 28 mai au 1er juin 2024 lors de la 9e session ordinaire. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République du Congo a exhorté les participants à prendre la mesure de leurs défis communs pour les mettre au service des biens de leurs peuples respectifs. La 10e session de notre commission spéciale Défense et Sécurité, qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte international violent, devrait nous permettre de prendre la mesure de nos défis propres et de toutes nos préoccupations afin de les mettre à notre intelligence et à notre politique collective. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Travaillons à le protéger des suspicions
et des litiges inutiles. À l'issue de ces travaux, les participants vont produire une feuille de route qui devra reprendre les résolutions qui en sortiront avant leur adoption et la signature par les 2 ministres. 3 provinces congolaises frontalières de la République du Congo prennent part à ces travaux. Il s'agit de Kinshasa, Congo central et Mai-Ndombe, représentés par leur gouverneur. Autre chose à présent, les travaux des États généraux de la justice congolaise se poursuivent au centre financier de Kinshasa, capitale de la RDC. Ces assises réunissent des acteurs de divers domaines pour débattre et proposer des réformes visant à améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. Suivez. Ces États généraux de la justice représentent un moment clé pour examiner les défis du système judiciaire congolais et identifier des solutions concrètes en impliquant toutes les parties prenantes par des panels de réflexion. Au sein des différents panels, la ministre des Hydrocarbures, Wivine Moleka, a identifié plusieurs leviers d'amélioration pour renforcer l'indépendance judiciaire, considérée comme une condition essentielle pour attirer et sécuriser les investissements en République démocratique du Congo. Pour que l'État congolais puisse pleinement exercer sa souveraineté sur ses ressources, il est primordial de disposer d'un système judiciaire performant et impartial. Ainsi, en reformant la justice pour en renforcer la sécurité et la transparence, nous créerons un environnement juridique stable, un pilier essentiel pour attirer des investissements de qualité. Cette réforme renforcerait également la souveraineté de l'État, car un système judiciaire fort permet de garantir le respect des règles établies, d'assurer l'impartialité des procédures et d'instaurer la confiance des opérateurs économiques. De son côté, Moïse Mbiye, responsable de la communauté Cité Bethel, a également salué cette initiative, appelant à une régulation plus stricte dans le milieu ecclésiastique, insistant sur la nécessité de lutter contre les faux pasteurs. Il a affirmé que des réformes pourraient assainir ce secteur et renforcer la confiance des fidèles. Nous apportons des prédications qui aident les populations. Il y a en tout cas des pasteurs qui le font, bien qu'il y en a qui abusent aussi. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des pasteurs qui contribuent, qui aident des jeunes qui pouvaient s'élever, naître dans des familles où il n'y a aucun projet, sans avenir, qui pensaient à la délinquance. Mais grâce aux encadrements de pasteurs, les choses ont changé. Donc, nous acceptons que les ministères de la justice puissent assainir ce mouvement des églises, mais nous avions, j'ai dit bien nous avions peur. Personnellement, j'avais peur par rapport à la lenteur dans les traitements de dossiers. Alors que les discussions se poursuivent, le peuple congolais espère que ces assises déboucheront sur des actions concrètes pour renforcer la transparence et l'efficacité du système judiciaire congolais afin de garantir une justice plus accessible et crédible pour tous. D'ombrage à l'option. Et dans le même chapitre, présent aux États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa, le débat sur la révision constitutionnelle s'est invité à ces assises. Pour Monseigneur Donatien Cholet, aller dans le sens du changement de la Constitution implique le référendum avec des coûts exorbitants dans un contexte économique difficile. En se référant au thème de ces assises, la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir? Le porte-parole de l'ASANCO a fait savoir que l'actuelle constitution est un pacte républicain et que si les textes sont impliqués, le pays ne serait pas dans une telle situation. On écoute son propos. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier, du social?
Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement là-bas. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis, qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique au village Vénus, au quartier Bibois, dans la commune de Lincélé, le lundi 11 novembre 2024. Ces travaux de la commission paritaire ont pour objectif d'évaluer le progrès réalisé depuis la signature du protocole d'accord de septembre 2023. Suivez. Sous la haute supervision de son Excellence Madame la Première ministre, les travaux de la Commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique, INAP, ont été officiellement lancés au village Vénus, au quartier Bibois, dans la commune de Lincélé, par son Excellence le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Cette cérémonie d'ouverture donne ainsi le go d'une semaine de travaux intenses destiné à examiner les cahiers de charges des agents des carrières des services publics de l'État et de trouver des pistes de solutions aux préoccupations majeures des 10 agents. Cette rencontre de haute portée sociale, qui va du 11 au 16 novembre 2024, est une étape clé pour les parties prenantes de réaffirmer leur engagement à améliorer les conditions socio-professionnelles des fonctionnaires congolais et à moderniser l'administration publique. Cette rencontre de Bibois s'inscrit dans la continuité des travaux initiés en septembre 2023 qui avait conduit à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et INAP. Ici devant vous pour l'ouverture de ces assises dont le succès dépendra de l'implication de chacune et de chacun d'entre nous. C'est en fait au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est portée par la détermination de matérialiser la vision salvatrice de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a placé la question de la transformation et de la solidité de l'administration publique au cœur même de sa vision. Je voudrais vous rassurer, une fois encore, que notre volonté d'aller plus loin dans les réformes est irrévocable et irréversible. Les travaux de la commission paritaire ont pour objectif d'évaluer les progrès réalisés depuis la signature du protocole d'accord de septembre 2023, accord qui avait fixé des priorités essentielles pour améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics, notamment la rémunération, la mise à la retraite et la sécurité sociale. Bien que des avancées significatives aient été accomplies, des ajustements s'avèrent nécessairement pour garantir une mise en œuvre complète et harmonieuse des accords. Et puis les partis et regroupements politiques de la RDC ont été invités à des échanges sur les arriérés électoraux dans le cadre de la concertation avec la centrale électorale le lundi 11 novembre 2024 au siège de cette institution située dans la commune de Lagombe au nord de la ville de Kinshasa. Les échanges ont tourné sur la reprise des élections législatives nationales et provinciales qui s'étaient annulées en décembre 2023 dans les circonscriptions, allais-je dire, de Massimandima et Yakoma pour des fraudes électorales. L'objectif étant d'impliquer toutes les parties prenantes et de se rassurer de la transparence dans l'inclusivité du processus électoral. Suivez. Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une concertation avec les partis et regroupements politiques.
Au cours de ces discussions, plusieurs points essentiels ont été abordés, entre autres les questions relatives à la composition du corps électoral, la délivrance des duplicata de cartes d'électeurs, la consultation de la liste électorale, les conditions d'accréditation des témoins des partis et regroupements politiques. Toutes ces questions sont importantes pour garantir la transparence et l'équité, surtout dans un contexte où la confiance des électeurs est primordiale. Prenant la parole à cette rencontre, Denis Kadima, président de la CENI, a estimé que cette concertation vise à impliquer toutes les parties prenantes au processus pour aboutir aux élections inclusives. La tenue de ce cadre de concertation destiné aux partis et regroupements politiques engagés dans la compétition vise à impliquer activement toutes les parties prenantes dans ce processus. Dans les chefs-lieux des territoires concernés, nous organiserons également des réunions plus inclusives impliquant la société civile, les journalistes et les partis politiques. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation des élections du 20 décembre 2023. Pour sa part, Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a rappelé l'importance de ces scrutins pour les 2 circonscriptions électorales concernées. La CENI avait publié un calendrier réaménagé en vue de la reprise des élections dans ces 2 circonscriptions le 15 décembre 2024. Raison pour laquelle, avant de commencer la campagne électorale, la CENI a jugé bon de vous convier à ce cadre de concertation afin d'échanger sur les enjeux liés à la reprise de ces scrutins. Une séance d'échange qui a rencontré l'assentiment des participants qui espèrent que pour cette fois-ci, la CENI pourra organiser des bonnes élections. C'est une impression de joie dès lors que le processus électoral qui était un tout petit peu interrompu est censé continuer dans le souci de l'inclusivité. Vous ne pouvez pas avoir une machine étatique qui fonctionne à double vitesse. C'est-à-dire que d'une part, il y a des élus et d'autre part, il n'y a pas des élus. Le cas de Yakoma et Massimanimba où il y avait eu des invalidations. Ces élections législatives s'inscrivent dans un calendrier électoral réaménagé couvrant la période 2021 à 2027. Les scrutins pour élire les députés nationaux et provinciaux dans ces 2 circonscriptions électorales sont désormais fixés au 15 décembre 2024. Ce calendrier précise également des étapes clés, le ramassage et la transmission des plis des résultats qui auront lieu le 22 décembre et l'annonce des résultats provisoires est prévue pour le 23 décembre. Les dépôts des recours en contestation seront acceptés jusqu'au 2 janvier 2025. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, séjourne depuis le lundi 11 novembre 2024 dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays. Dans la ville de Likasi, première étape de sa tournée dans cette province, le chef de l'armée congolaise a invité les recrues du centre d'instruction de Moura à la discipline et à la protection des personnes et de leurs biens. Viningali Junior. C'est avec honneur aux militaires que le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, a été accueilli au centre d'instruction de Moura, situé dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Après avoir reçu les explications sur le fonctionnement de la ville dans le domaine de sécurité et du centre d'instruction de Moura, respectivement par le colonel Bienvenu Komo et le colonel Nora Kinoa, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha s'est adressé aux pensionnaires de ces centres de formation militaire. Aux militaires en formation, le numéro 1 de l'armée congolaise a insisté sur la discipline dans tout ce qu'ils entreprendront pour servir le pays sous le drapeau considéré comme la mère des armées et la protection de personnes et de leurs biens. Armée! L'armée n'est pas une poubelle ni un endroit où les rateux peuvent s'incruster. L'armée, on y entre avec des objectifs. Je m'inscris dans l'armée pour protéger ma nation, pour être discipliné et protéger l'intégrité territoriale.
Conscient des difficultés auxquelles le centre d'instruction de Moura est buté pour son fonctionnement, le général d'armée Christian Tuwewe a annoncé la dotation de matelas, couvertures et autres objets pour une bonne prise en charge des pensionnaires. Tout ceci dans le souci d'améliorer les conditions de formation de ceux qui ont choisi de servir sous le drapeau de la République démocratique du Congo. Chacun aura son matelas et sa couverture. Il faudrait que vous ayez vos équipements. Il y a des tenues que vous devez mettre sur terrain et d'autres quand vous êtes appelé à d'autres charges. Dans son adresse, il n'a pas manqué d'attirer l'attention des militaires apprenant sur les antivaleurs telles que la consommation de la drogue et de la boisson fortement alcoolisée. Créé depuis 1984, le centre d'instruction de Moura est un des piliers stratégiques dans la formation de nouvelles recrues de l'armée congolaise. Après Lukasi, le général d'armée Christian Tuwewe Songesha est attendu dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Autre chose à présent, une morgue de dernière génération capable d'accueillir 96 corps a été inaugurée à l'hôpital militaire de Katindo dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, le lundi 11 novembre 2024. Financée par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Défense nationale, cette installation a été officiellement ouverte par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Lors de la cérémonie d'inauguration, Peter Chirimwami a souligné l'importance de cette infrastructure pour la dignité et le respect des personnes décédées. Rappelons le rôle essentiel que jouent les agents hospitaliers dans la gestion des chambres mortuaires. On écoute son propos. Mesdames et messieurs, distingués invités, la valeur d'étrangeté attachée à ces lieux paraît indéniable. Les personnes hospitalières devront donc jouer un rôle essentiel dans la gestion des chambres mortuaires. Ils sont responsables de la conservation des corps, de l'organisation de vie des familles et de la préparation des corps pour le funérailles. À cet effet, je voudrais rappeler qu'il n'existe pas de conditions particulières pour l'administration des corps en cette chambre mortuaire. Quoique les places dans ces chambres sont réservées en priorité aux personnes décédées dans cet hôpital militaire, dans certains cas exceptionnels, les autorités administratives ou judiciaires pourront demander le dépôt de tout autre corps, quelle que soit son origine. Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais un symbole de... Et puis, affaire forage et lampadaire, le journaliste Tony Bibendila et d'autres confrères sont victimes des menaces et filatures pour leur franc-parler contre la gestion légère des finances publiques par l'ex-ministre de Finances, principalement dans le dossier du détournement de fonds destinés au projet d'érection de forage à travers la République et d'installation des lampadaires à Kinshasa. Meshak Lofaka. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. Le dimanche 10 novembre marque un pas de plus vers le musellement de la presse congolaise. La rédaction a enregistré des cas sérieux de menaces et de filatures contre des confrères jugés anti-Nicolas Kazadi pour leur franc-parler contre la gestion légère des finances publiques par cet ex-ministre des Finances, principalement dans les dossiers de détournement de fonds destinés au projet d'érection de forage à travers la République et d'installation des lampadaires en Kinshasa. Un de ses confrères journalistes, Tony Dibedila, confirme qu'il est objet de filature ces derniers jours. Le dimanche, aux environs des 22h, alors qu'il se préparait à quitter le centre-ville de Kinshasa, il reçoit un appel de son épouse qui lui dit « Il y a des gens qui sont venus lui chercher depuis 19h ». Tony Dibedila rapporte également avoir reçu des appels anonymes vers 21h. À chaque fois qu'il décrochait, le personne non identifiée disait aucun mot. Il a donc demandé à son épouse d'appeler un de ses frères pour guetter à distance les mouvements de ces individus. Il a pris soin de ne pas rentrer à la maison sitôt
Jusqu'à ce moment, il n'a reçu aucun appel ou message d'un ami ou confrère. Ces menaces et mouvements de filature contre le journaliste, faussement dessinés comme anti-Nicolas Kazadi, sont enregistrés par la rédaction jusqu'à quelques jours après la diffusion en pompe dans les médias et les réseaux sociaux d'une vidéo d'annonce aux allures propagandistes de l'émission de l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi. Dans cette vidéo, Nicolas Kazadi assure apprécier s'il va devoir poursuivre ou non ces journalistes qui salissent son image dans les médias. Des vidéos qui reprennent illégalement les visages de plusieurs journalistes, entre autres Gauthier Sey, le patron de Net News, et Tony Dibedila, directeur des informations à Ecofin TV, des journalistes présentés comme des cibles. L'opinion est par conséquent prise en témoin et les autorités publiques sont priées de protéger l'exercice de la presse en RDC. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.